Alors, je vais vous parler de la pharmacologie de la boucle. C'est une idée qui m'est venue pendant le séminaire. Vous avez mentionné la boucle, justement la boucle rétroactive de Wexkull, les boucles sensorimotrices et tout ça. Donc, je vais tout de suite entrer dedans parce que c'est assez... bon, j'ai comme un déploiement assez complexe. Partout, l'homme ne rencontre plus que lui-même. Voilà ce que Heidegger a écrit du mode de l'arraisonnement qui qualifiait de danger suprême de la technique moderne. Le problème général de Heidegger du retrait du monde dans le Zuhandenheit, l'être à portée de la main de l'objet technique, mais aussi plus généralement le trait du fond dans toute présence à soi, renvoie au problème de comment s'élever hors de l'implicite. C'est évidemment aussi le problème symbolisé par le poisson volant, qui est devenu une sorte de totem de l'Académie de philosophie d'Épineuil. Le problème de comment s'élever hors de notre monde, de notre petite perspective, relève de l'impossibilité d'échapper à la circularité des interactions entre le soi et son milieu. Jacob von Wexkull décrivait le monde animal comme réseau fermé de boucles sensorimotrices. Il remarquait les boucles de rétroaction, de feedback entre l'organisme et son monde, ce qui constituait son Umwelt, son environnement. Le Umwelt est la conséquence directe des capacités sensorielles et motrices qui constituent l'outillage adaptatif de l'animal. Dans le langage typique de la cybernétique, de deuxième ordre, le Umwelt se caractérise par la clôture opérationnelle. Ce concept de Francisco Varela implique que on n'entend plus très bien, excusez-moi Alexander. Ne se rencontre que soi-même. Tout système est renfermé sur ses propres sensibilités intramondaines. Le monde n'a pas de réalité propre. Il est l'effet du processus autopoïétique du système et n'existe qu'en tant que mise en acte, enacted. Varela contribua ce concept à la discipline de l'immunologie. L'ancienne conception voulait que le système immunitaire soit ouvert sur l'extérieur, comme une armée qui répertoriait et chassait les envahisseurs étrangers. Mais nous savons aujourd'hui que le système immunitaire ne voit rien de l'extérieur. Je cite, « Au lieu d'un catalogue dirigé vers l'extérieur, il faut prendre l'image d'un réseau qui atteint un certain niveau de stabilité et de cohérence. On ne peut plus parler de soi et de non-soi, mais simplement de soi et de non-sens, de ce qui n'a pas de sens pour le système. » Niklas Luhmann transpose sans réserve ce concept de clôture opérationnelle au système social. Pour Luhmann, les individus psychiques sont parfaitement renfermés sur eux-mêmes. Ils ne peuvent communiquer entre eux. Aucun transfert d'informations se fait d'un système psychique à l'autre. Car, dit-il, seulement la communication communique. L'écosystème humain, avec ses niveaux systémiques du social, du psychique, du biologique, du linguistique, se compose d'unités systémiques étanchement fermées qui partagent un même milieu à travers lesquelles les perturbations se traduisent d'un à l'autre par simple couplage structural, mais jamais par transfert d'informations, jamais par communication. Même si leur surface se touche et même si, dans certains cas, les systèmes s'interpénètrent, jamais un système ne rencontre un autre. Chacun renfermé dans son monde solipsiste, aucun transfert d'informations n'est possible. La clôture opérationnelle cybernétique rejoint ce que Quentin Meillassoux a nommé le cercle corrélationnel, qui hante selon lui la tradition philosophique continentale depuis Kant. Selon les acteurs du mouvement philosophique récent du réalisme spéculatif, le corrélationnisme désigne toute la tradition philosophique continentale depuis Kant qui limite ce qui peut être dit à propos du monde par sa corrélation nécessaire avec l'humain et son outillage noétique. L'objet renvoie toujours au sujet. On ne peut connaître que le phénomène. Le noumen, s'il existe, nous est nécessairement inaccessible. Après Kant, la tradition continentale est dominée par une réfutation de la métaphysique, par une vague insistance qu'on ne peut rien dire sur le monde en soi. Dans Après la finitude, Meillassoux s'oppose au corrélationnisme et à son anthropocentrisme, le réduisant à un solipsisme absurde, et insiste qu'il existe effectivement certaines manières de percer notre bulle phénoménale pour, du moins minimalement, parler du monde tel qu'il est sans nous, le monde en soi, à l'extérieur du phénomène. Meillassoux croit toujours en un absolu qui ne serait pas le simple reflet de nous-mêmes, qui serait nettement autre et indépendant. Il cherche, comme Descartes, un appui logique à l'abri du doute qui se donnerait en soi comme vérité a priori
qui se confirmerait par soi-même et surtout qui serait vrai sans l'humain. Ces recours à l'ancestralité et à ce qu'il appelle l'archifossile sont caractéristiques de son argument. Mais malgré sa technicité patiente et aiguisée, ce qu'il arrive à défendre finalement, recourant à la série des alephes suivant son maître Alain Badiou, que les lois physiques ne sont pas probabilistes ni déterministes, mais plutôt contingentes et irraisonnables. Selon lui, tout peut arriver à n'importe quel moment, les lois de la physique peuvent changer sans avertissement, les stabilités que nous induisons de la répétition et des habitudes sont illusoires. Alors d'un côté, nous avons Luhmann et la cybernétique de deuxième ordre, pour qui la fermeture du système humain sur lui-même ne semble poser aucun problème. De l'autre côté, nous avons Meillassoux et les réalistes spéculatifs, pour qui la position du corrélationniste renvoie à un solipsisme absurde et intenable. Par le présent récit, j'aimerais démontrer qu'en fait, ces deux positions sont intenables et proposer une alternative, un compromis entre ces deux visions que je qualifie de pharmacologique. Or, pourquoi les Grecs n'avaient-ils qu'un mot pour remède et poison? Si le remède et le poison sont effectivement des pharmacas, c'est simplement parce que pharmacon désigne la catégorie qui les subsume. Pharmacon se traduit substance bioactive ou ingrédient actif. Si le pharmacos, pour sa part, se fait éventuellement remplacer par le bouc émissaire, c'est qu'à l'origine, il était probablement, comme le chaman ou le sorcier des cultures orales, celui qui vit en périphérie, qui use des plantes psychoactives et se fait posséder par des esprits, et se fait donc souvent blâmer pour des contingences de la vie. La périphérie étant ni à l'intérieur ni à l'extérieur, le pharmacos occupe un espace autre. Le pharmacon étant ni bon ni strictement mauvais, occupe un lieu propre, son propre lieu, l'espace de l'articulation. Derrida écrit: si le pharmacon est ambivalent, c'est donc bien pour constituer le milieu dans lequel s'opposent les opposés, le mouvement et le jeu qui les rapportent l'un à l'autre, les renverse et les fait passer l'un à l'autre. Ne serait-il pas alors possible de contribuer cette troisième catégorie au débat entre fermeture et ouverture? N'y a-t-il pas une alternative entre la clôture opérationnelle cybernétique et l'ouverture à l'hyper-chaos que défend Meillassoux? Dans les années 60, en même temps que Derrida développait ses premières idées sur le pharmacon, un mathématicien obscur du nom de George Spencer Brown développait un système mathématique qui démontrait la force productive de la distinction. Le thème de ce livre est que l'univers naît quand un espace est séparé ou démonté, écrit-il, avant de nous démontrer de manière procédurale qu'une seule distinction, un seul trait dans le vide provoque l'émergence d'un réseau d'interrelations complexes. Se penchant pour le problème dont il était chargé, qui consistait à rendre plus efficace la topologie du réseau ferroviaire britannique, il découvrit que le système booléen, qui réduit l'algèbre à deux valeurs logiques, vrai ou faux, pouvait être exprimé par une notation plus simple. Il inventa un système de calcul logique avec un seul symbole, le trait, inscrit dans le vide. De cette première procédure, de tracer une distinction dans le vide, a priori indifférenciée, Spencer Brown nous fait voir l'émergence de tout un monde, toute une série de répercussions logiques, dont celui de l'algèbre booléen et l'arithmétique primaire qui lui correspond. Même si le système de Spencer Brown peut être interprété selon la logique booléenne du vrai et du faux, son système de notation à un symbole vise à rendre explicite le fait que l'action de distinguer entre deux choses nous renvoie toujours à qu'une seule d'elles. La distinction est égale à l'indication, c'est-à-dire distinguer signifie toujours traverser une distinction. Et donc l'action d'observer, de voir, nous livre toujours à un côté de la distinction, le côté marqué, le côté d'intérêt immédiat. L'acte même de distinguer, puisqu'il nous livre à l'état marqué, nous obstrue donc aussi le non marqué. On comprendra pourquoi ce calculus des indications aura autant influencé les grands noms de la cybernétique de deuxième ordre, dont von Forster, Varela et Luhmann. Car
À lui seul, il explique plusieurs caractéristiques de l'observation. Il révèle qu'il n'y a pas d'indication sans exclusion, pas d'observation sans sélection de ce qui est observé. Spencer Brown nous démontre comment l'espace de l'arithmétique primaire et de l'algèbre booléen découle de cette seule réalisation que la distinction est indication et donc aussi voilement. Spencer Brown dit dans Laws of Form, pour que le monde se voie lui-même, il doit se couper en au moins deux parties, l'une qui voit et l'autre qui est vue. Grâce à cette distinction, l'observateur voit quelque chose, mais ce sont en fait ses propres propriétés que la distinction révèle. Inversement, le sujet se distingue lui-même en distinguant ce qu'apparemment il n'est pas, le monde. Dans ces conditions, il va toujours partiellement échapper à lui-même. Mais le système mathématique de George Spencer Brown ne s'arrête pas à la description de l'espace de distinction et à la logique de l'observation qui résulte du trait originel. Plus étonnant encore est son développement dès le chapitre 11 de Laws of Form de la dislocation naturelle de l'algèbre et de l'arithmétique qui le sous-tend. Il nous fait découvrir que certaines expressions produisent des résultats curieux. Elles produisent des boucles, des séries d'alternations ou d'oscillations infinies entre l'état marqué et non marqué. Spencer Brown nous démontre alors que ces séries infinies se réduisent à une expression autoréférentielle, ce qu'il appelle la rentrée, re-entry, où la marque de la distinction est identique à l'expression entière qui la recouvre. Tout se passe comme si l'autoréférentialité de l'expression, c'est-à-dire la rentrée de l'expression entière dans sa propre partie, produit le délai infini qui nous empêche de nous arrêter sur sa valeur, de choisir entre l'état marqué ou non marqué, entre le trait vide ou le trait ou le vide, ou entre le vrai et le faux. Selon Spencer Brown, le délai qui renvoie sans cesse le vrai au faux et le faux au vrai émerge de l'autoréférentialité et donc aussi de la constitution de soi par son mouvement oscillatoire d'extériorisation et de réintériorisation. C'est à ce moment qu'une nouvelle valeur logique doit être adoptée, un troisième état possible après celui du marqué et du non marqué, soit celui de l'état imaginaire. L'axe imaginaire est donc l'effet du délai, de la perpétuelle remise à plus tard d'une fixation, de la fonction autoréférentielle. C'est l'autoréférence qui provoque l'émergence de la temporalité, ce qui donne aux fonctions de ce type un état imaginaire, ni marqué ni non marqué, oscillant sans cesse entre les deux dans un mouvement de perpétuel renvoi. Nous avons donc là les caractéristiques du pharmacone telles qu'elles sont déclinées par Derrida, une articulation du dehors et du dedans dans un mouvement de renvoi. Et Spencer Brown précise que la production du différé dans le temps émerge des situations où le système se rencontre lui-même, car dans cette situation, l'espace ne peut plus contenir de nomination fixe, il est sans cesse renvoyé à l'extérieur de lui-même, auquel moment il doit repénétrer à l'intérieur, et ainsi de suite. La production du différé dans le temps émerge des situations où le système se rencontre lui-même, car dans cette situation, l'espace ne peut plus contenir de nomination fixe, il est sans cesse renvoyé à l'extérieur de lui-même, auquel moment il doit repénétrer à l'intérieur, et ainsi de suite. C'est la conséquence de l'observation, ce qui renvoie à ce que von Forster appelle la cybernétique de la cybernétique. Car l'oscillation entre l'intérieur et l'extérieur résulte du fait que dans l'autoréférence, l'extérieur, ce à quoi je me réfère, est l'intérieur, le je qui se réfère à quelque chose. Le temps émerge de l'autoréférence comme une dimension imaginaire relative à l'espace de la distinction. L'espace ne peut contenir que le marqué ou le non marqué, soit la nourriture ou le danger, soit le remède ou le poison. Au moment où il y a autoréférence, l'espace est forcé à sortir de ses gonds, à se plonger dans un axe non extensif, l'axe intensif du temporel. Spencer Brown nous démontre alors que l'autoréférentialité consiste toujours déjà comme dimension de la distinction comme telle. Le seul fait qu'il y ait référence implique qu'il y ait autoréférence et donc aussi temporalité.
le temps et la subjectivité émergent donc d'un même mouvement fondamental issu de la trace. Spencer Brown n'était sûrement pas le premier à souligner l'importance de l'autoréférence dans les mathématiques. Le projet de Whitehead et Russell d'établir les bases logiques des actions mathématiques essayait précisément d'éviter l'autoréférence de sorte à éviter le paradoxe logique, c'est-à-dire les énoncés qui sont à la fois vrais et faux. Mais en 1931, seulement 20 ans après la publication de Principia Mathematica, le mathématicien Kurt Gödel publiait ses fameux théorèmes d'incomplétude. Il s'était aperçu que le système mathématique de Whitehead et Russell pouvait se représenter en nombres et donc qu'il donnait lieu à une théorie des nombres qui se représentait par les nombres. Cet emboîtement de la théorie et de son sujet lui signalait qu'il y avait peut-être un monstre caché dans leur système. Voulant seulement scruter les fondements de Principia Mathematica, Gödel est allé beaucoup plus loin et démontra que pour chaque système de nombres naturels, il existe des énoncés qui ne sont pas démontrables. Nous le savons aujourd'hui et pouvons l'affirmer sans controverse, tout système mathématique est nécessairement incomplet et même toute théorie suffisamment expressive est incomplète. Ce qui est particulièrement important pour nous ici est la manière dont Gödel est arrivé à cette preuve. Encore une fois, c'est par la circularité référentielle, la récursivité. L'énoncé de Gödel qui prouve l'incomplétude des mathématiques est n'importe quel énoncé du type « cet énoncé n'est pas démontrable ». C'est un énoncé qui s'inclut soi-même dans l'énonciation et qui nie sa propre démontrabilité à l'intérieur du système logique donné, car dans cette circonstance, si l'énoncé est effectivement démontrable, le système mathématique contient un énoncé contradictoire et le système perd donc sa cohérence en tant que système. Mais si le système est effectivement cohérent, alors l'énoncé est confirmé, ce qui veut dire que le système est incomplet, puisqu'il était possible, à partir de lui, de démontrer la validité de l'énoncé. Ceci renvoie au fameux paradoxe d'Épiménide ou le paradoxe du menteur. Épiménide, le Crétois, dit que les Crétois sont toujours des menteurs. Alors, comment devrions-nous interpréter l'énoncé? Si Épiménide est Crétois et donc vraiment menteur, alors en principe, ce qu'il dit est toujours faux, mais puisqu'il admet dans l'énoncé que les Crétois sont menteurs, alors ce qu'il dit doit être vrai. Ce mouvement de va-et-vient entre le vrai et faux, entre l'état marqué et non marqué, est le résultat direct de l'autoréférentialité de l'énoncé. Si les mathématiques ne sont pas complètes, c'est bien parce qu'elles doivent contenir des énoncés autoréférentiels et donc potentiellement tomber dans ce genre d'oscillation infinie entre des possibilités indécidables, voire pharmacologiques. Il y a des zones indécidables dans tout système de distinction et ces trous noirs, ces angles morts, se situent là où se trouve l'autoréférentiel. Gödel alors nous démontre que l'autoréférentialité est implicitement suggérée par la cohérence du système. Mais à mes yeux, Spencer Brown fait un pas de plus. Il nous démontre la consistance de la formalisation logique qui découle de la première distinction. Mais nous devons préciser qu'il n'y a pas à proprement deux distinctions premières. Certes, l'expérience spéculative de supposer une première distinction nous sert d'heuristique et d'appui logique en nous révélant le monde d'interrelation qui en découle automatiquement. Mais en revanche, ce monde qui en découle nous démontre l'aspect arbitraire de la première distinction. Car sans l'autoréférence et donc sans l'apparition du temporel, toute distinction est possible et potentiellement ou virtuellement première. Ni une ni l'autre ne peut être première sans qu'il y ait différenciation dans le temps, et donc sans l'existence du temps en premier lieu. En effet, la première distinction n'est pas première, elle est strictement hors du temps, comme l'architrace de Derrida. Rappelons maintenant que l'histoire humaine peut se lire comme une ouverture de la boucle du temps. Selon Mircea Eliade, l'humanité est passée des temporalités circulaires primitives aux temporalités linéaires modernes. L'histoire déplie perpétuellement le cercle des cultures orales, où tout s'efface à chaque génération, en une ligne droite de l'écriture qui correspond au progrès historique des sociétés. C'est le processus de déplier, de déployer le cercle en ligne, d'ouvrir la boucle, qui décrit aussi le passage de la temporalité tragique à la temporalité dialectique articulée par Socrate. L'approche dialectique permet à Socrate de dénouer les arguments circulaires des sophistes.
Pendant plusieurs millénaires, avec ses outils analytiques qui opéraient de plus en plus de discrétisation, l'hominisation semblait se sortir de la circularité primitive, se lever debout, voir plus loin et progresser. La discrétisation du monde s'opérait à l'aide de techniques, en particulier les suppléments mnésiques qui progressivement dénouaient et ouvraient la répétition infinie des lunes, des marées et des saisons, par la communication transgénérationnelle qu'elle permettait. L'humain pouvait peu à peu se graver une existence dans la postérité et donc se sortir de l'éternel retour. Le coup de grâce de la linéarité fut peut-être la théorie de Darwin. Après Darwin, la boucle temporelle devait mourir, car l'avancée de l'évolution détruisait l'espoir d'entretenir un lien privilégié avec Dieu. Le cri de Zarathustra, « Dieu est mort, nous l'avons tué », est le reflet de ce qui semblait à l'époque être la fin de la tautologie religieuse, la fin des acrobaties logiques visant à prouver l'existence de Dieu. Mais Nietzsche prévoyait déjà que l'épreuve de l'éternel retour reviendrait nous hanter, et ce, dans ses incarnations les plus mystérieuses. C'est exactement ce qui s'est produit au XXe siècle, car, outre la découverte de l'incomplétude mathématique et l'émergence de la cybernétique et de sa boucle rétroactive, la science physique et la cosmologie se sont aussi heurtées à la circularité logique de l'autoréférence. Dès le début du siècle, l'observateur est apparu au sein des équations quantiques. On s'apercevait que l'action de mesurer l'objet quantique déterminait la collapse de la fonction d'onde. Avant l'observation, l'objet quantique a des propriétés contradictoires superposées. C'est l'action de mesurer qui décide de l'une ou de l'autre. La science se trouvait donc encore face à la boucle corrélationnelle, car l'objet quantique est le corrélat du détecteur qui l'observe. De plus, en 1973, l'astrophysicien australien Brandon Carter, dans une conférence célébrant le 500e anniversaire de Copernic, articulait ce qu'il appelait le principe anthropique en cosmologie. Copernic avait été le premier dans la tradition européenne à nous démontrer décentré du cosmos, c'est-à-dire en proposant que le Soleil n'était pas au milieu du système, que le Soleil et non la Terre étaient au centre du système solaire. La notion fut canonisée dans le principe de Copernic qui réfute l'existence d'un point de vue privilégié en science. Brandon Carter, 500 ans plus tard, nuançait cette posture et déclarait que même si la situation de l'humain n'est pas centrale dans l'univers, elle est toutefois privilégiée d'une certaine manière. Car du fait que nous sommes là pour l'observer, l'univers doit avoir des propriétés qui permettent qu'une forme de vie évoluée et scientifique telle que la nôtre y soit possible. Ceci renvoie au problème de l'ajustement fin, le fine-tuning de l'univers. Tout se passe comme si le Big Bang et les 13 milliards d'années d'évolution cosmique avaient eu lieu pour que nous puissions, à notre époque, témoigner de ces merveilles. Pour le physicien John Archibald Wheeler, la science était contrainte à avouer que, par son étude de l'univers, elle participe à la croissance du cosmos. En effet, nous semblons vivre dans ce que Wheeler appelle un univers participatif qui serait impensable sans subjectivité, sans observateur qui, aussitôt qu'il témoigne, détermine l'univers en provoquant les brisures de symétrie qui le caractérisent. Même si la question de la symétrie du temps est encore un champ de débat en philosophie de la science, il est indéniable que lorsque l'on propose que le temps est symétrique ou réversible, selon le monisme probabiliste courant, il devient difficile d'expliquer les phénomènes directionnels comme la flèche du temps thermodynamique ou la flèche de la dispersion de l'onde sans recours à l'explication de la subjectivité. On doit comprendre que si l'on voit l'univers que l'on voit, c'est bien parce qu'on est orienté dedans dans le sens de l'entropie croissante de l'univers en expansion. Autrement dit, notre orientation dans le temps correspond à une sélection asymétrique d'une part de l'univers, mais objectivement, le temps est parfaitement symétrique et tous les processus sont réversibles. Or, rappelons l'argument contre l'absolutisation de la totalité articulée autour de la théorie des ensembles transfinis ou la série des Aleph que Meillassoux développe pour défendre ses spéculations sur la contingence.
Son argument est qu'il est impossible de totaliser le tout, car selon la théorie des ensembles de Cantor, l'ensemble, par définition, se contient soi-même comme ensemble, en plus de tous les sous-ensembles de l'ensemble. Cela veut dire que l'ensemble de tous les ensembles contient plus d'ensemble qu'il contient, ce qui est évidemment paradoxal. On imagine donc une série infinie d'ensembles emboîtés l'un dans l'autre, avec leur cardinalité croissante, le tout se dépensant perpétuellement par ses parties. Comme par ailleurs, l'impossibilité de totaliser l'ensemble de tous les ensembles pose un problème évident pour la cosmologie qui définit le temps comme intrinsèquement symétrique. Car la symétrie du temps repose sur une objectivité temporelle, au sens d'un point de vue qui voit tout, autrement dit, un ensemble de tous les ensembles. Ceci indique qu'il faut remettre en question la plausibilité de la posture courante en cosmologie qui insiste que l'asymétrie est illusoire par rapport au réel symétrique, qui doit donc se contenir en une totalité objective. Or, c'est seulement d'un point de vue subjectif qu'il y a asymétrie, et seulement d'un point de vue absolument objectif qu'il y a pure symétrie. Mais suivant les paradoxes des ensembles transférés, ces deux pôles se dévoilent comme intraitables. Il ne peut avoir d'objectivité pure car l'ensemble se totalise. Il ne peut avoir de subjectivité finale ou absolue, subjectivité qui voit tout, car la subjectivité est pure asymétrie et présuppose l'exclusion et le voilement. Une singularité comme celle du Big Bang ne peut se contenir soi-même. L'univers n'est donc pas objectif, car l'objectivité est hors temps et ne peut accorder de réalité propre à l'événement. Mais cela veut dire également que l'argument de Meillassoux pour un univers hyper chaotique semble le mener à défendre une position aussi intenable que celui du solipsiste, car l'hyper-chaos ne s'applique nulle part. Il ne peut actualiser l'événement, car rien ne se tient assez pour en être affecté. Rien ne devient sa quasi-cause. En effet, l'hyper-chaos est l'inversion du solipsisme. Si le solipsisme berkelien est l'antisymétrie et la fermeture absolue, l'hyper-chaos désigne une symétrie absolue de la non-totalisable ouverture du non-tout. Mais le pharmacone semble pointer vers une troisième alternative qui permet de comprendre le monde comme hybride de fermeture et ouverture, entre hypersolipsisme et hyper-chaos. L'objectivité et la subjectivité ne font que recouvrir la profondeur des attracteurs étranges qui tapissent le champ préindividuel. Il faut éviter de tout réduire au marqué et au non marqué, car c'est ce qui se passe dans l'interstice qui compte. Là est toute la richesse, la complexité, la consistance du monde. Or, à l'univers ouvert et hyper chaotique de Meillassoux, comme à l'univers de fermeture emboîtée de Luhmann, je crois qu'il faut opposer l'univers que Deleuze et Guattari, et après James Joyce, appellent un chaosmos, un univers intrinsèquement hybride qui se stratifie entre le chaos et l'ordre, entre l'ouverture et la fermeture. Il devient également insensé de considérer le temps comme processus qui passe du passé à l'avenir. En effet, selon Deleuze, le temps ne peut passer que du virtuel à l'actuel, et ce, en traversant l'intensité du plan de consistance. Toutes les déclinaisons possibles de la dichotomie soi-autre, sujet-objet, intérieur-extérieur, remède-poison, se dissoudent dans la consistance du processus d'actualisation comme dans l'articulation du pharmacone. Et l'erreur est de tout réduire à l'un ou à l'autre des attracteurs dans le cosmos. L'univers est hybride et le pharmacone est sa consistance. Le Big Bang correspond à l'attracteur ponctuel de l'objectivité. Comme la première distinction, ou l'architrace, il est une marque substantive et ne fait que supplémenter l'actualisation. Il tient tout le devenir du système en un seul point, hors du temps. Mais chaque autoréférence produit d'elle-même sa singularité intensive qui bifurque du plan spatial et produit son axe temporel indépendant.
Il n'y a donc pas à proprement parler de Big Bang, car tous les petits bangs qui l'occupent résistent à leur totalisation. L'univers serait donc mieux représenté par une toile d'attracteurs étranges, des attracteurs chaotiques qui ont comme première caractéristique d'être retirés et plongés dans la profondeur des conditions initiales. Voyons un dernier exemple avant de terminer. Selon les découvertes récentes de la science de la complexité, ou plutôt récentes, dans les dernières 20 années, dont les travaux de Stuart Kauffman, les systèmes auto-organisationnels semblent particulièrement attirés par la frontière du chaos, le bord du chaos. Voilà. Un système auto-organisationnel n'est pas simplement sélectif et rétentionnel, il n'est pas simplement négantropique. Pour être efficace, il doit se situer sur la surface du chaos, car un système qui est trop ordonné reste figé dans l'ordre, cristallisé, incapable d'évoluer, de varier, de créer de nouvelles formes qui puissent survivre à l'environnement changeant. En revanche, un système qui est trop chaotique ne se garde pas assez d'ordre pour se contenir, pas assez de structure pour inscrire une mémoire, une logique ou un programme. Mais entre ces deux pôles, il existe une troisième zone, là où l'ordre est libéré de son attracteur ponctuel et s'élève dans la différenciation, mais là aussi où le chaos se donne juste assez de corps pour ne pas s'évacuer et se perdre. Christopher Langton, dans les années 90, a même découvert que le calculateur universel émergeait potentiellement dans la fine couche qui sépare le régime de l'ordre du régime du chaos. Car c'est là, entre l'ordre et le chaos, que peut surgir la computation virtuelle, décrite par Alan Turing en 1936, où la machine virtuelle qui lit à la fois la description de la machine qu'elle simule et l'information qu'elle calcule, de la même série de variations inscrites sur la frontière du chaos. Or, si on accorde au bord du chaos cette potentielle capacité de virtualiser des univers autonomes, de les simuler, comme le fait la machine de Turing, alors l'univers s'auto-organise, s'échappe à lui-même dans son parcours vers l'entropie croissante. En effet, si le virtuel renaît au bord du chaos, si des petits univers se simulent à quelque part entre la naissance et la mort calorifique de l'univers, cela indique aussi peut-être qu'à quelque part sur le chemin de l'entropie croissante, l'univers atteint une zone où le comportement du système bifurque dans une dimension hétérogène. Ceci rappelle la théorie de l'univers fécond du physicien Lee Smolin. Il spécule que chaque trou noir dans l'univers produit son propre Big Bang derrière son horizon, avec ses propres forces et constantes. Chaque univers ne fait des petits qu'à mesure de produire des trous noirs. Le trou noir agit sur le système de l'univers un peu comme l'énoncé autoréférentiel agit sur le système mathématique. Le trou noir est le pharmacone de l'univers, son extériorisation de soi, comme l'énoncé autoréférentiel est le pharmacone du système mathématique. Le champ pharmacologique est composé de cette toile de trous noirs ou d'attracteurs étranges qui se tissent autour de chaque individuation et qui constituent son fond pré-individuel. Alors, ce ne sont que les prolégomènes d'une interprétation du concept de pharmacone, pour laquelle il ne désigne plus l'indécidabilité entre le dehors et le dedans, ou entre le poison et le remède, mais plutôt articulé autour de l'idée d'extériorisation, devient la consistance même des individuations. Alors, voilà, je vous remercie de votre patience. C'est tout ce que j'avais pour l'instant. Je pourrais prendre des questions.